sur les autoroutes californiennes. L'ICE a lancé l'opération, à la suite de plusieurs accidents mortels impliquant des camions commerciaux conduits par des immigrés en situation irrégulière. À 5h12 du matin, sur une autoroute californienne, des unités fédérales ont lancé une opération de contrôle coordonné. Des véhicules de patrouille se sont positionnés sans avertissement, ordonnant à des camions commerciaux de se ranger sur le bas-côté, les uns après les autres. Il n'y avait ni sirène, ni confusion, seulement un contrôle méthodique. Ce n'était pas un simple contrôle routier. Il s'agissait de la première phase d'exécution d'une opération fédérale, déjà en cours. Des agents se sont approchés des cabines. Les documents ont été vérifiés sur place et les permis de conduire commerciaux ont été scannés et comparés aux bases de données fédérales. En quelques minutes, les questions de routine se sont transformées en ordre ferme. Les conducteurs ont été sommés de descendre de leur véhicule, leurs mains ont été immobilisées et les moteurs ont été coupés. Des cargaisons qui, quelques instants plus tôt, traversaient les États, se sont retrouvées immobiles sous contrôle fédéral. Selon des reportages de grands médias américains, dont Reuters et l'Associated Press, cette opération matinale a marqué la première phase visible de l'Operation Highway Sentinel. Il s'agit d'une campagne nationale de répression lancée après une série d'accidents mortels impliquant des camions commerciaux conduits par des opérateurs non autorisés. Ce qui rend ce moment différent, ce n'est pas l'arrestation elle-même, mais le lieu. L'intervention n'a pas eu lieu à la frontière ni dans un entrepôt. Elle s'est déroulée au cœur des artères de transport américaines, là où la moindre erreur peut coûter des vies bien au-delà d'un seul État. Des responsables fédéraux ont ensuite confirmé que plus de 100 conducteurs avaient été interpellés rien qu'en Californie, avec des actions similaires menées dans plusieurs autres États. Les autoroutes américaines, autrefois symboles de mouvement et de commerce, deviennent désormais une nouvelle ligne de front de l'application de la loi. Si vous voulez comprendre comment cette opération s'est déroulée et pourquoi elle dépasse largement le cadre de simple contrôle routier, abonnez-vous à ASTech, car ce qui a commencé avant le lever du soleil est en train de redéfinir la manière dont l'autorité fédérale s'exerce à travers le pays. Une fois les premiers camions mis sur le bas-côté, la nature de l'opération est devenue évidente. Il s'agissait de l'opération Highway Sentinel, une campagne fédérale coordonnée menée par l'US Immigration and Customs Enforcement, ICE, en collaboration avec plusieurs unités du Department of Homeland Security qui apparaissent rarement ensemble lors de contrôles routiers ordinaires, selon des informations rapportées par des médias nationaux tels que Reuters et Associated Press. L'opération a été déclenchée après que des enquêteurs fédéraux ont établi un lien entre plusieurs accidents mortels sur les autoroutes interétatiques et des conducteurs de poids lourds qui n'étaient jamais légalement autorisés à être au volant. Plutôt que d'annoncer la campagne par des conférences de presse ou des avertissements publics, les autorités ont choisi une approche différente. Elles sont allées directement sur la route. L'opération s'est déroulée discrètement, mais avec une grande précision. Les équipes fédérales ont identifié des corridors autoroutiers, clés utilisées par le transport longue distance, en particulier des itinéraires, où les camions commerciaux circulent sans interruption à travers les frontières des États. À des points soigneusement sélectionnés, des postes de contrôle temporaire ont été mis en place sans bloquer la circulation, ni attirer l'attention du public. Les camions n'étaient pas arrêtés au hasard. Les agents suivaient les véhicules commerciaux en mouvement, observèrent le comportement de conduite, vérifiaient les données des plaques d'immatriculation, puis sélectionnaient des cibles précises pour inspection. Lorsqu'un camion était signalé, les patrouilles intervenaient avec fluidité, le guidant vers le bas-côté, avant que le conducteur n'ait le temps de réagir. La suite se déroulait rapidement et de manière méthodique. Les agents s'approchèrent de la cabine, demandaient les documents requis et vérifièrent les permis de conduire commerciaux dans les systèmes fédéraux en temps réel. Les informations d'identité étaient confirmées sur place, sans attendre de mandat ni d'entretien ultérieur. Dans de nombreux cas, la décision était prise en l'espace de quelques minutes. Si un conducteur ne disposait pas d'une autorisation légale ou était trouvé en train de conduire avec des documents délivrés de manière irrégulière, l'arrestation avait lieu immédiatement, directement sur l'autoroute. Le véhicule était sécurisé, la circulation continuait de s'écouler, et l'opération passait aux cibles suivantes. Cette méthode marquait une rupture nette avec les pratiques traditionnelles de contrôle. Il n'y avait pas de descente nocturne, pas de portes forcées, ni d'enquêtes interminables s'étalant sur des mois. À la place, les autorités fédérales ont déplacé l'application de la loi au grand jour en utilisant les autoroutes américaines comme point de contact. Comme l'a rapporté Reuters, plus de 100 conducteurs ont été placés en détention en Californie, lors de la phase initiale seulement, avec des actions similaires menées peu après dans d'autres États. Chaque contrôle, pris isolément, paraissait mineur, mais ensemble ils formaient un schéma impossible à ignorer.
La force de l'opération résidait dans sa simplicité. Le transport routier commercial dépend d'un mouvement constant. Les conducteurs ne peuvent ni se cacher, ni changer d'itinéraire, ni disparaître sans mettre fin à leurs moyens de subsistance. En ciblant les camions en circulation, les agences fédérales ont éliminé la nécessité d'enquêtes complexes et ont instantanément inversé le rapport de force. Une simple décision de faire arrêter un véhicule transformait un transport de marchandises ordinaire en affaire fédérale. Les responsables impliqués dans l'opération ont ensuite souligné que la rapidité était essentielle. Chaque heure pendant laquelle un camion reste sur la route représente une heure supplémentaire de risque potentiel. Selon des informations de l'Associated Press, les enquêteurs avaient déjà établi un lien entre plusieurs accidents mortels survenus dans différents États et des conducteurs dont les permis avaient été délivrés dans des conditions douteuses. Attendre des documents ou des ordonnances judiciaires n'était plus acceptable. L'action devait être visible, immédiate et sans équivoque. En privilégiant l'action directe plutôt que des enquêtes longues et complexes, le gouvernement fédéral a clairement indiqué un changement dans la manière dont l'application de la loi serait menée à l'avenir. Les autoroutes n'étaient plus un terrain neutre. Elles étaient devenues des zones actives d'intervention où les décisions se prenaient en quelques minutes et où les conséquences étaient immédiates. Et à mesure que l'opération continuait de s'étendre, une chose était déjà certaine. Il ne s'agissait pas d'un simple coup de filet temporaire. C'était une nouvelle façon d'exercer une pression, kilomètre après kilomètre d'asphalte. Au moment où le soleil franchissait complètement l'horizon, les autoroutes de Californie étaient déjà sous tension. De longues files de camions commerciaux circulaient sur des axes familiers, sans savoir que les unités fédérales surveillaient des schémas de déplacement plutôt que la vitesse. Un à un, des véhicules soigneusement sélectionnés étaient séparés du flot de circulation, guidés calmement mais fermement vers la bande d'arrêt d'urgence. Il n'y avait ni poursuite soudaine, ni manœuvre spectaculaire. La tension venait plutôt de ce qui suivait. Les conducteurs descendaient de leur cabine, les moteurs tournaient au ralenti, et des marchandises qui, quelques instants plus tôt, traversaient les frontières des États, se retrouvaient soudain immobilisées. Des agents de l'US Immigration and Customs, en forcement, travaillaient rapidement et de manière visible. Les documents étaient contrôlés sur le bord de la route. Les permis de conduire commerciaux étaient scannés et les informations d'identité vérifiées en temps réel dans les systèmes fédéraux. La procédure était efficace, mais l'atmosphère pesante. Chaque conducteur comprenait qu'il ne s'agissait ni d'un avertissement ni d'une inspection de routine. Chaque contrôle comportait la possibilité d'une arrestation. Et cette incertitude persistait plus longtemps que les gyrophares eux-mêmes. Selon Reuters et l'Associated Press, ces interventions routières se sont rapidement accumulées. En quelques jours seulement, plus de 100 conducteurs de camions commerciaux ont été placés en détention à travers la Californie. L'arrestation ne s'est pas produite en un seul endroit, ni à une seule heure. Elle s'est déroulée sur plusieurs autoroutes, à différents moments de la journée, renforçant l'idée qu'aucune portion de route n'était hors de portée. Les conducteurs, arrêtés lors de l'opération, provenaient d'un large éventail de pays, un détail que les responsables fédéraux ont confirmé par la suite pour souligner l'ampleur et la complexité du problème. Ce qui rendait ces scènes particulièrement frappantes, c'était ce qui ne s'est pas produit. Il n'y a eu ni poursuite à grande vitesse, ni barrage, ni confrontation spectaculaire. Pourtant, la pression psychologique était indéniable. Un chauffeur routier ne peut pas simplement abandonner un véhicule qui représente à la fois son moyen de subsistance et une exposition légale. Une fois arrêté, l'issue était décidée en quelques minutes. Certains conducteurs ont été contrôlés puis autorisés à reprendre la route. D'autres ont été escortés menottés, laissant leur camion sous contrôle fédéral. Les observateurs ont noté comment l'opération a transformé le rythme ordinaire du trafic autoroutier en une succession de pauses calculées. Chaque arrêt était bref, mais l'effet cumulatif était puissant. Camion après camion ralentissait, se rangeait sur le bas-côté et attendait pendant que l'autorité fédérale s'exerçait en pleine vue du public. Selon la couverture des grands médias nationaux, ces scènes étaient intentionnelles. Les agences fédérales voulaient que l'application de la loi soit visible et non dissimulée derrière des portes, d'entrepôts ou des démarches administratives discrètes. Pour les automobilistes de passage, l'image était déstabilisante. Des camions alignés sur la bande d'arrêt d'urgence, des véhicules de patrouille positionnés derrière eux et des agents se déplaçant avec détermination envoyaient un message sans parole. Il s'agissait d'une application de la loi menée en plein jour, dans des lieux où les Américains s'attendent au mouvement, pas à l'intervention. La gravité de la situation était impossible à ignorer. Chaque arrestation représentait un risque potentiel retiré de la route, mais elle révélait aussi à quel point le problème s'était profondément infiltré dans le système logistique qui fait avancer le pays. Des responsables fédéraux ont expliqué par la suite que la Californie avait été choisie comme point de départ en raison de son rôle central dans le transport interétatique de marchandises. Les camions qui y prennent la route n'y restent que rarement. Ils traversent les frontières, livrent des marchandises
à des milliers de kilomètres et interagissent avec d'innombrables autres véhicules tout au long de leur trajet. Cette réalité explique pourquoi, comme l'a rapporté l'Associated Press, les autorités considéraient chaque contrôle routier comme bien plus qu'une simple action locale. Il s'agissait d'une décision de sécurité nationale prise en temps réel. Au fil des arrestations, des schémas ont commencé à apparaître. Les conducteurs communiquaient entre eux. La circulation ralentissait à l'approche des points de contrôle et le sentiment d'imprévisibilité grandissait. Personne ne savait quel camion serait le prochain. Cette incertitude faisait partie intégrante de la stratégie. Elle décourageait la prise de risque et imposait le respect des règles sans qu'aucune annonce publique ne soit faite. À la fin de cette phase, les autoroutes californiennes avaient livré un témoignage visuel clair de la détermination fédérale. Plus de 100 conducteurs écartés de la route, d'innombrables inspections effectuées et un système placé sous surveillance sous les yeux du public. Et tandis que les responsables préparaient discrètement les étapes suivantes, un fait s'imposait déjà. La Californie n'était que le début. Alors que la pression s'intensifiait sur les autoroutes californiennes, les équipes fédérales se déplaçaient déjà vers l'est. Ce qui avait commencé comme un effort d'application, concentré sur la côte ouest, révélait rapidement sa véritable ampleur lorsque des scènes similaires se produisaient à des centaines de kilomètres de là. Dans l'Indiana, l'État de New York et l'Oklahoma, des camions commerciaux étaient immobilisés selon les mêmes règles discrètes, avec le même timing méthodique et la même issue attendant à la fin de chaque contrôle. Ce n'était plus une réponse locale, c'était une campagne coordonnée. L'Indiana est devenu l'un des exemples les plus clairs de l'ampleur prise par l'opération. Le long des principaux couloirs de fret, les conducteurs ont commencé à remarquer des schémas familiers qui se répétaient encore et encore. Un camion ralentit, un véhicule de patrouille fait signe. La bande d'arrêt d'urgence se transforme en zone d'inspection temporaire. Selon des informations rapportées par Reuters et l'Associated Press, une opération d'application parallèle connue sous le nom d'opération Midway Blitz a conduit à plus de 200 arrestations dans le seul état de l'Indiana, dont un grand nombre de chauffeurs routiers commerciaux. Des centaines de véhicules ont été inspectés, souvent sur de courtes périodes, avant que la circulation ne revienne à la normale et que l'opération ne se déplace vers un autre lieu. Cette répétition était intentionnelle. Les agences fédérales n'improvisaient plus. Elles affinaient une méthode. Les autoroutes étaient choisies pour leur visibilité et leur caractère indispensable. Les camions étaient ciblés parce qu'ils ne peuvent pas éviter des itinéraires fixes sans perturber les chaînes d'approvisionnement. Les inspections étaient rapides, ciblées et décisives. Lorsque l'autorisation faisait défaut, les arrestations avaient lieu immédiatement. Lorsque les documents étaient en règle, les conducteurs étaient relâchés sans délai. Le rythme restait constant, quelles que soient les frontières entre les États. À New York, la même approche est apparue sur des axes inter-États très fréquentés, alimentant de grands pôles logistiques. Les camions entrant dans la région, depuis plusieurs directions, se heurtaient à des procédures d'application identiques, créant l'impression que l'opération était toujours juste devant, jamais immobile. L'Oklahoma a suivi avec des actions similaires en bord de route, renforçant l'idée que la portée fédérale ne se limitait plus aux États côtiers ou aux régions frontalières. L'application de la loi s'était déplacée vers l'intérieur du pays, là où le commerce dépend d'un mouvement ininterrompu. Ce qui frappait le plus, c'était le peu de variation d'un État à l'autre. Des terrains différents, des schémas de circulation différents et des autorités locales différentes, et pourtant l'application des contrôles paraissait presque identique. Les camions étaient séparés du trafic. Les conducteurs descendèrent de leurs véhicules. Les documents étaient vérifiés à l'aide de systèmes fédéraux. Les décisions étaient prises en quelques minutes. Cette uniformité suggérait un niveau de planification habituellement associé à des opérations de sécurité nationale et non à un simple contrôle routier de routine. Des responsables fédéraux ont confirmé par la suite que cette uniformité était délibérée. Selon l'Associated Press, les enquêteurs avaient identifié un risque commun à plusieurs États, des conducteurs n'ayant pas les autorisations requises, au volant de véhicules capables de provoquer des pertes humaines massives. Répondre à ce risque exigeait rapidité et ampleur. Plutôt que de concevoir des stratégies distinctes pour chaque État, les agences ont appliqué un modèle unique partout, garantissant des résultats prévisibles et une utilisation efficace des ressources. L'effet psychologique a été immédiat. L'information s'est rapidement propagée parmi les conducteurs. Des itinéraires autrefois considérés comme sûrs ont commencé à sembler incertains. Chaque point de contrôle soulevait la même question, quel que soit l'endroit. Cette incertitude faisait partie de la stratégie. Elle décourageait le non-respect des règles sans nécessiter une présence constante. Même après le départ des unités de contrôle, l'attente demeurait. Au moment où les rapports en provenance de l'Indiana, de New York et de l'Oklahoma ont atteint les gros titres nationaux, le schéma était impossible à ignorer. Il ne s'agissait pas d'une série de rafles, isolées conçues pour attirer l'attention. C'était un système en cours, d'expérimentation et de déploiement, à grande échelle, en temps réel. Chaque État apportait des données.
Chaque arrestation renforçait le modèle et chaque inspection affinait le processus. Ce qui a émergé de cette phase de l'opération, c'est une nouvelle compréhension même de l'application de la loi. Les autoroutes n'étaient plus de simples couloirs de transit. Elles étaient devenues des zones opérationnelles où les agences fédérales pouvaient en agir rapidement, de manière visible et répétée. Et à mesure que la campagne continuait de s'étendre, une conclusion devenait de plus en plus difficile à écarter. L'opération Highway Sentinel ne ralentissait pas. Elle s'installait dans un rythme national. À ce stade de l'opération, une question revenait sans cesse, tant chez les spectateurs que chez les conducteurs. Pourquoi les camions? Pourquoi l'application fédérale de la loi se concentrait-elle aussi intensément sur les véhicules commerciaux plutôt que sur les lieux de travail, les entrepôts ou les points de passage frontaliers? La réponse se situe au cœur même du fonctionnement réel de l'Amérique. Et elle explique pourquoi l'opération Highway Sentinel a avancé si rapidement et de manière si visible. Un permis de conduire commercial, CDL, ne se contente pas d'autoriser quelqu'un à conduire un véhicule de grande taille. Il ouvre des accès. Un seul CDL permet à un conducteur de traverser les frontières des États sans restriction, de transporter des dizaines de milliers de kilos de marchandises et de circuler librement à travers les ports, les zones industrielles et les grands corridors d'infrastructures. Chaque jour, ces camions passent à proximité de centrales électriques, de dépôts de carburant, de ponts, de tunnels et d'autoroutes urbaines très fréquentées. Lorsque tout se déroule normalement, personne ne s'en aperçoit. Lorsque quelque chose tourne mal, les conséquences sont immédiates et souvent irréversibles. Les responsables fédéraux l'avaient compris dès le départ. Il ne s'agissait jamais d'un simple problème administratif. Il était question de risque. Un tracteur remorque entièrement chargé pèse bien plus qu'une voiture particulière et nécessite une distance de freinage beaucoup plus longue. Une seule erreur, un panneau manqué ou une instruction mal comprise peuvent transformer un trajet ordinaire en événement à victimes multiples. C'est pourquoi, selon des enquêtes de l'Associated Press et de Reuters, les autorités ont commencé à établir des liens entre plusieurs accidents mortels survenus dans différents États et des conducteurs qui n'étaient jamais légalement autorisés à conduire des camions commerciaux. Le danger réside dans la manière dont le système est interconnecté. Un permis de conduire commercial, CDL, délivré dans un État ne reste pas confiné à cet État. Un chauffeur licencié sur la côte Ouest peut transporter des marchandises dans le Midwest quelques jours plus tard, puis traverser le Sud-Est avant le week-end. Lorsque le contrôle échoue au point de départ, le risque se propage instantanément à l'échelle nationale. Les autorités fédérales ont compris qu'il s'agissait d'une réaction en chaîne et non d'un problème isolé. Or, une chaîne se brise à son maillon le plus solide, pas au plus faible. Un cas, régulièrement cité dans les médias nationaux, illustre ce constat. Un permis commercial délivré dans un État, un accident mortel dans un autre, et des vies perdues, loin de l'endroit où les documents avaient été approuvés. Il n'y a eu ni seconde chance, ni rappel, ni avertissement. L'issue était irréversible. Cette seule succession d'événements est devenue un tournant pour l'application fédérale de la loi, car elle a montré comment des décisions administratives pouvaient se transformer en tragédies bien réelles, à des centaines de kilomètres de distance. Plutôt que de poursuivre les conducteurs après la survenue des accidents, les autorités ont décidé d'intervenir plus tôt, alors que les camions étaient encore en circulation. C'est là que la logique de l'opération Highway Sentinel apparaît clairement. Les camions ne peuvent pas se cacher. Ils suivent des itinéraires fixes, fonctionnent selon des horaires précis et dépendent d'un mouvement constant pour rester rentables. Arrêter un camion ne nécessite ni mandat, ni équipe d'intervention, ni des mois de surveillance. Cela exige du timing, de la coordination et un seuil juridique clairement défini. Une fois le véhicule immobilisé, toute l'équation du risque change. Les agences fédérales comprenaient également l'importance de la visibilité. Une descente dans un entrepôt disparaît une fois les portes refermées. Un contrôle routier, lui, ne disparaît pas. Des camions immobilisés, sur de grands axes autoroutiers, envoient un message qui dépasse largement le conducteur concerné. Les autres conducteurs ralentissent. Les entreprises y prêtent attention. Les États ressentent de la pression. Selon l'Associated Press, les responsables estimaient que cette visibilité était essentielle pour rétablir la confiance dans la sécurité routière après une série d'accidents très médiatisés. Surtout, cette approche permettait d'éviter de longues enquêtes susceptibles de s'enliser ou d'échouer. Il n'était pas nécessaire de prouver une intention, de retracer des flux financiers ou de constituer des dossiers complexes sur la durée. La question était simple et immédiate. Ce conducteur est-il légalement autorisé et correctement qualifié pour se trouver ici, maintenant, aux commandes de ce véhicule? Si la réponse était non, l'intervention suivait instantanément. C'est pour cette raison que les responsables fédéraux n'ont pas présenté l'opération comme une simple action de contrôle de l'immigration. Ils l'ont définie comme une mission de sécurité aux conséquences nationales. Chaque camion retiré de la circulation représentait non seulement une infraction traitée, mais aussi une catastrophe potentielle évitée. La chaîne reliant l'octroi d'un permis à l'impact sur l'autoroute était courte, directe et implacable.
En se concentrant sur les camions, le gouvernement fédéral a choisi le point précis où la politique rencontre la physique. L'acier, la vitesse et la masse ne laissent aucune place à l'erreur. Cette réalité a guidé chaque décision de l'opération Highway Sentinel et explique pourquoi l'application des règles s'est déroulée là où elle l'a été. Non, pas à huis clos, mais au grand jour sur les routes qui relient l'ensemble du pays. Au moment où les arrestations commençaient à faire la une des médias, il est devenu évident que l'application de la loi sur les autoroutes ne représentait que la moitié de la stratégie. Les autorités fédérales ne se contentaient pas de retirer des conducteurs de la route. Elles voulaient un levier, et ce levier passait par l'argent. Ce qui a suivi a été une escalade rapide qui a déplacé le conflit du simple contrôle routier vers une lutte directe pour le pouvoir et le contrôle entre Washington et les États. Selon des informations rapportées par Reuters et l'Associated Press, les responsables fédéraux ont commencé à conditionner la conformité au respect des règles à l'octroi de financement, une décision qui a immédiatement fait monter les enjeux. Les États accusés d'avoir délivré des permis de conduire commerciaux sans respecter les normes fédérales ont été avertis que des fonds destinés au transport pourraient être retenus. Concrètement, cela signifiait des réparations routières retardées, des projets d'infrastructure mis en pause et des budgets soudainement sous pression. Le message était sans équivoque, la coopération n'était plus facultative. La Californie a été l'un des premiers États à ressentir cette pression. Les autorités fédérales ont annoncé que des dizaines de millions de dollars de financement étaient retenus en raison de manquements liés au contrôle des permis de conduire commerciaux, l'application de la loi sur les autoroutes, s'accompagnait désormais du nombre financier qui s'étendait jusqu'aux agences d'État et aux bureaux des gouverneurs. L'opération avait dépassé le cadre des contrôles routiers pour entrer dans celui des réunions budgétaires. Le Colorado a suivi peu après qu'un audit fédéral a, selon les informations disponibles, révélé qu'il s'agissait de forcer les systèmes à changer. Les États qui résistaient se retrouvaient confrontés à des conséquences de plus en plus lourdes. Des audits internes furent lancés, les bases de données réexaminées, des courriers préparés à destination de conducteurs dont les qualifications faisaient désormais l'objet d'un contrôle approfondi. Dans plusieurs cas, les États annoncèrent des projets de révocation ou de suspension de permis qui avaient été délivrés de manière irrégulière. Il ne s'agissait pas de gestes symboliques. Chaque CDL révoqué signifiait un conducteur mis à l'écart, une entreprise affectée et une économie locale perturbée. La pression fonctionnait. Ce qui rendait cette phase de l'opération Highway Sentinel particulièrement marquante, c'était sa rapidité. Traditionnellement, les conflits entre les autorités fédérales et les États avancent lentement, enlacés dans les procédures judiciaires et les contraintes réglementaires. Cette fois, le processus fut compressé. Les contrôles sur les routes créaient l'urgence, et les sanctions financières généraient l'élan. Ensemble, ils formaient une boucle de rétroaction qui laissait peu de place à l'inaction. Le gouvernement fédéral comprenait que les arrestations, à elles seules, pouvaient être absorbées. Les budgets, eux, ne le pouvaient pas. Le financement des infrastructures touche chaque électeur, chaque circonscription et chaque responsable politique. En liant la conformité à l'argent, les autorités fédérales s'assuraient que la question ne puisse pas être reléguée au rang d'opération isolée. Elle devenait un problème politique exigeant une attention immédiate. Les États se retrouvèrent ainsi à avancer sur une ligne de crête étroite. Résister trop fermement risquait de faire disparaître les financements. Se conformer trop rapidement revenait à admettre une faute. Certains tentèrent de trouver un équilibre, reconnaissant l'existence de problèmes tout en affirmant qu'ils étaient en cours de résolution. D'autres contestèrent ouvertement le récit fédéral, soutenant que leur bilan en matière de sécurité ne justifiait pas des mesures aussi sévères. Pourtant, même ces contestations se sont déroulées sous la menace financière. Pour le grand public, la transformation a été subtile mais profonde. Ce qui avait commencé comme de simples contrôles routiers a fini par influencer la manière dont les États géraient leur système de délivrance des permis, formaient leurs agents et surveillaient la conformité. L'opération a forcé un rééquilibrage du pouvoir, rappelant aux États que la supervision fédérale pouvait s'étendre bien au-delà des frontières administratives et des points de contrôle. En combinant l'application de la loi à une pression financière, les autorités fédérales ont veillé à ce que l'impact de l'opération Highway Sentinel dépasse largement chaque arrestation individuelle. Le conflit s'était intensifié, les lignes étaient tracées et la question n'était plus présentée comme un simple enjeu de sécurité. Elle était devenue une épreuve de contrôle, une épreuve où l'argent parlait plus fort que les avertissements et dont l'issue allait remodeler la façon dont l'autorité circule sur les routes américaines. Alors que la poussière retombe sur les accotements des autoroutes américaines,
l'arc complet de l'opération Highway Sentinel apparaît clairement. Elle a commencé par des accidents mortels qui ont révélé des failles, silencieuses dans un système que la plupart des gens ne remettent jamais en question. Elle s'est ensuite transformée en une campagne fédérale coordonnée, se déroulant non pas dans de lointaines zones frontalières, mais au cœur même du commerce quotidien, là où les camions transportent nourriture, carburant et matières premières à travers le pays. Puis sont venues les arrestations, menées au grand jour, un contrôle après l'autre, jusqu'à ce que les chiffres eux-mêmes rendent le message impossible à ignorer. Selon des informations rapportées par Reuters et l'Associated Press, des centaines de conducteurs ont été interpellés dans plusieurs États et les effets en chaîne ont largement dépassé ces cas individuels. Si tu veux une version plus journalistique, plus littéraire ou adaptée à un format documentaire, je peux aussi la retravailler. Ce qui compte désormais, ce n'est pas seulement ce qui s'est déjà produit, mais ce qui s'annonce. Si ce modèle s'avère efficace, les autoroutes pourraient ne plus être considérées comme des espaces neutres. Elles deviendraient des zones d'application actives, où la conformité est vérifiée en temps réel et où les conséquences tombent immédiatement. Un tel basculement transformerait la manière dont les États gèrent les permis, dont les entreprises recrutent leurs chauffeurs et dont l'autorité fédérale se manifeste au quotidien. Mais cette évolution soulève aussi des questions plus complexes. Une application renforcée des règles peut améliorer la sécurité, tout en accentuant les tensions entre pouvoirs étatiques et fédérales, notamment lorsque les financements et les infrastructures sont conditionnés au respect des normes. Pour l'instant, aucune réponse définitive n'existe. L'opération Highway Sentinel pourrait s'étendre, évoluer ou s'installer discrètement comme une pratique standard. Elle pourrait aussi rester une réponse ciblée à un moment précis de vulnérabilité. Une chose est sûre, les autoroutes américaines ne sont plus de simples lignes sur une carte. Elles sont devenues des points de pression où se rencontrent politique, sécurité et autorité. Selon vous, ce type d'opération va-t-il se généraliser à l'échelle nationale? Ou assistons-nous simplement à une phase de test avant la prochaine étape? Partagez votre avis dans les commentaires. Et pour continuer à décrypter ces batailles invisibles qui façonnent le monde qui nous entoure, abonnez-vous à AS Tech et restez avec nous pour la suite.